Alors, chers panélistes, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter un peu plus à tour de rôle, présenter votre entreprise. Je vais y aller peut-être par longévité d'entreprise. Donc, je pense que c'est Serge qui, parmi le groupe, détient la palme à ce sujet-là. Merci. On va commencer. C'est ouvert, oui. Bon, bonjour, Serge Théroux, je suis directeur général de Promo Plastique, coopérative de travailleurs de Saint-Jean-Port-Joli. Merci Céline. Oui, je connais certaines personnes ici. Je disais tout à l'heure que la date anniversaire de notre coopérative, c'est le 1er novembre. On est quoi aujourd'hui? On est le 1er novembre. Pour la faire comme la fille de mon filleul a dit à son père, qui est mon frère, qui est son grand-père, elle a 2 ans, il avait chanté Happy Birthday Toutou. Il manquait un mot dans son apprentissage en anglais. En fait, Promo Plastique, on est situé à Saint-Jean-Port-Joli. On est connu parce qu'on fait des articles promotionnels, dont l'effigie du bonhomme carnaval de Québec, que vous allez avoir bientôt sur le marché. On est prêt aujourd'hui. On a aussi le Festival d'été de Québec. On fait le macaron depuis au moins une quinzaine d'années. C'était fait en Chine avant, c'est fait maintenant à Saint-Jean-Port-Joli. On fait des articles promotionnels. C'est vendu au Canada et aux États-Unis. On fait affaire avec des distributeurs qui font affaire avec leurs clients. On a un catalogue, on a un site web, Promo Plastique avec un K.com. Et aussi, en fait, on fait beaucoup de sous-traitance et on fait aussi des systèmes sur mesure. En fait, là, je parle de plastique. Rassurez-vous, on est en train de faire notre virage vert. Actuellement, on est en train de trouver des nouvelles sources de plastique, justement, pour avoir des résines recyclées ou bio. On est déjà impliqué dans un programme, en fait, au niveau bio au Québec, dans un projet d'assez grande envergure. On a environ 18 employés, je dirais environ. On a une fille qui travaille chez nous, elle a fini son secondaire 5 et elle est en année sabbatique. Donc, elle vient travailler de temps en temps, elle pense à son avenir, on espère qu'elle va continuer ses études. On fait aussi travailler des gens qui sont en réinsertion. On a 2 personnes en réinsertion au travail actuellement. On a depuis environ 1 mois une Mexicaine qui travaille chez nous, qui est arrivée au Québec, en tout cas venait travailler l'été dans les serres et a fait ça pendant 7 ans et maintenant est établie au Québec. On fait affaire aussi avec 2 ateliers de travail adapté. C'est eux qui font la majorité de notre sous-traitance. Et aussi, en fait, on fait notre moulage d'injection est fait dans Chaudière-Appalaches. C'est fait à Saint-Jean-Port-Joli, à Montmagny et à Saint-Michel. On a finalement la fabrication des moules parce que oui, ce qu'on vend, c'est des choses qu'on fabrique. Donc, au niveau du moulage, la conception des moules est faite à Saint-Aubert. C'est vraiment régional, l'implication. C'est à peu près le portrait de l'entreprise. La mission de l'entreprise, c'est d'offrir une impression de haute qualité sur des articles en plastique promotionnel fabriqués au Canada, tout en étant combiné à une expérience client unique et personnalisée. En fait, si on parle de comment on est démarré, on est né de Plastique Gagnon qui a vendu sa division imprimée en 92. C'est à peu près le portrait de l'entreprise. Merci Serge. Maintenant, Madame Fontaine, Sandra, combien d'années le Journal de Lévis? 18 ans hier. Présentez-nous le Journal de Lévis, s'il vous plaît. Alors, c'est ça, le Journal de Lévis, c'est un journal hebdomadaire distribué sur l'ensemble du territoire de la ville de Lévis principalement, et on s'étend un petit peu à l'extérieur. On couvre les municipalités de Beaumont, Saint-Michel, Saint-Henri, Saint-Anselme et Saint-Lambert. Donc, c'est plus de 70 000 copies chaque semaine. On est né sous la formule coopérative de solidarité parce qu'on voulait que les gens s'impliquent dans le projet. Alors, la formule nous permettait de faire en sorte que nos employés s'impliquent, que les entreprises aussi s'impliquent et aussi les organismes communautaires qui sont nos membres de soutien. On a également choisi de porter le chapeau d'entreprise d'économie sociale parce que vraiment, dans le démarrage du projet,
on voulait vraiment donner la couleur du milieu à notre journal et on voulait répondre aux besoins là, des citoyens et des différentes organisations du milieu. Alors, c'est comme ça qu'on est parti. Aujourd'hui, on est près de 500 membres. On est rendu maintenant à 18 employés. On s'est porté à acquéreur, mais je ne vous en parlerai pas trop parce que tantôt on va revenir sur ça il y a quelques années d'un autre journal hebdomadaire qui couvre la région de la MRC de Lobinière. Alors, ça fait un peu le tour. Évidemment, notre mission, d'abord et avant tout, c'est d'être un journal d'information locale. C'est notre mission première. On s'est aussi donné comme mission de promouvoir l'achat local, parce qu'on trouve ça important de faire connaître nos entreprises. Et c'est des générateurs d'emplois importants dans le milieu qui contribuent largement au développement économique de notre région. Alors, c'est important là, de les soutenir et de les faire connaître. Notre véhicule leur permet de se faire connaître auprès de la population lévisienne, qui sont leur clientèle première. Ensuite, on s'était donné aussi comme mission d'aider les organismes communautaires de notre région. On en a une quantité extraordinaire. C'est magnifique, mais on voulait leur donner la possibilité, de faire connaître leurs services auprès de la population lévisienne et aussi de les aider dans leur recherche de financement pour, évidemment, le maintien des services qu'ils offrent. Je pense que ça fait pas mal le tour. On va rejaser du journal de Lévis un peu plus tard. On va maintenant entendre Monsieur Marc Lacroix, qui est le directeur du Mont-Orignal, une coopérative qui a 6 ans, tout près. C'est notre 8e. 8e, on veut dire grande série. Tout comme les collègues, en mai 2012, on nous a annoncé que la station de ski fermait et on a signé le papier, le contrat d'achat le 28 octobre. Exactement. Donc, mon nom, c'est Marc Lacroix, je suis directeur général à la station de ski du Mont-Orignal. Je vous disais qu'en 2012, l'ancienne administration, l'ancien propriétaire a décidé de mettre fin aux opérations de la station de ski. Et il y avait 95 employés qui perdaient le job. Donc, il a fallu se relever les manches pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise pour garder ça en vie? 95 emplois dans les aides-chemins, c'est aussi catastrophique que de perdre 5000 emplois dans la région de Montréal. Et on parle tout le temps de la MRC des aides-chemins comme étant, j'ai dit ce mot-là, si vous n'avez pas idée, c'est qu'on parle de la MRC des aides-chemins comme étant en dévitalisation et tout ça. Je suis obligé de vous dire, c'est vrai, c'est une MRC qui est en diminution constante au niveau des résidents et forcément de la main-d'œuvre, avec un taux de chômage dans la région de 2,9%. Imaginez-vous qu'une entreprise saisonnière, il faut que tu t'alimentes à travers de ça pour aller te trouver du personnel. À 2,9% de chômage, je pense que j'annonce rien à personne en disant malheureusement, c'est pas toujours la crème, tu as à composer avec ça. Heureusement, on réussit à avoir une bonne base d'employés, mais à l'occasion, des fois, il faut en employer quelques-uns pour faire le même poste. Puis, au bout de 2 semaines, tu dis, je ne sais pas comment je vais faire pour me passer de toi, mais je vais l'essayer à partir de demain matin. Tu en engages un autre. Et à chaque année, une coopérative de travailleurs comme la nôtre, avec membres soutien, je tiens à remercier le CRDQ parce que quand on a parti ça, c'est la première chose qu'on a faite. On a appelé la CRDQ, on a dit, venez nous rencontrer parce que y a-t-il des façons de faire pour atteindre l'économie sociale et d'avoir une coopérative qui va se tenir. Le Mont-Orignal a déjà eu une coopérative d'utilisateurs. Que moi, je connaissais les caisses fortes. Si vous demandez à tout le monde un matin, c'est quoi une coopérative, la majorité d'entre nous vont répondre, Desjardins, Promutuel, c'est les coopératives. Mais il y a plusieurs types de coopératives. Et le CRDQ nous a bien guidés là-dedans, parce qu'on a dit, on a besoin de travailleurs, il faut garder le job, il faut qu'ils s'impliquent, mais tu ne peux pas vendre des bases sociales à
95 employés à 50 pièces, puis risquer de sauver l'entreprise, donc le propriétaire te demande 2 millions. Fait qu'il fallait trouver un autre. Et là, ça ne savait pas comment faire. Fait que le CRDQ est venu nous rencontrer, puis là, ils nous ont suggéré une coopérative de solidarité travaillable avec des membres de soutien. Wow! C'est quoi ça? Fait qu'avec membres de soutien, c'est eux autres qui sont les gens qui amènent l'argent. Fait que tout de suite après avoir rencontré le CRDQ, on s'est dit comment on fait pour sauver cette entreprise-là dans un délai, parce que c'est sûr qu'une station de ski, si tu n'opères pas une année, tu oublies ça. Fait que ta clientèle est rendue ailleurs, les plus vieux accrochent le ski, puis ça ne revient pas dans tes pattes. Fait qu'on a dit on n'a pas le droit de se permettre ça. La négociation, à ce moment-là, a été excessivement difficile. L'ancien propriétaire était assez rough. Et il a fallu qu'on se bâtisse à travers de ça. Ça a été par des stratégies qu'on a pu mettre ça en place. Et là, on a dit, la première étape, là, il faut mobiliser le milieu. Mobiliser le milieu, c'est quoi? C'est tu dis, qui peut investir? J'ai le choix, moi, le 12 mai, quand on m'a annoncé que la station de ski était fermée, j'ai le choix de dire, ouais, ça me prend 2 millions, ça me prend donc 2000 membres à 1000 pièces, puis ma job est faite. Là, M. Lacroix, Oui. je vais laisser les gens en haleine, Okay. parce que je vais vous poser une question là-dessus. Okay. On veut le savoir. On va le savoir. Puis on va le savoir. C'est ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Montréal Coopérative de Solidarité, c'est maintenant rendu 135 employés. On a passé de 21 pistes à 29 pistes. Fait que l'achalandage a augmenté d'à peu près 20% depuis 2012. Fait que merci à tous nos clients, merci aux employés. Et c'est ça qu'est le Montréal, puis c'est ça. Merci beaucoup. On va reprendre avec M. Kirouac. Votre entreprise, vous l'avez dit, elle a plus de 25 ans d'existence et ça illustre de façon convaincante que la reprise par un groupe de travailleurs, ça fonctionne et ça perdure. Au moment de la reprise, comment la transition s'est faite pour que le passage se fasse de la division détenue par une entreprise privée et que ça devienne la propriété des travailleurs là, qui voulaient en faire leur propre entreprise? Puis en même temps, dites-nous quel est le principal défi de gestion d'une gestion collective d'entreprise? Bon, bien, au départ, en 92, Plastique Gagnon a décidé de vendre cette division imprimée. Et ce qu'ils ont fait, moi je m'occupais de Promo Plastique, donc les derniers mois que j'ai travaillé pour eux, c'est chercher un acheteur. Et là, c'est ça qu'on a fait tout un processus et on en est venu à la conclusion de faire une coopérative. Ce qu'on a fait au départ, c'est mettre un beau panneau au punch et dire qui veut venir avec nous. On va vous dire que ça ne s'est pas tiré. Disons que les gens avaient un emploi sûr, donc tomber dans l'inconnu, c'était quelque chose que. Donc, nous, ça nous prenait 9 personnes en partant, on en a eu 6, dont moins. Et les 3 autres, on les a trouvés à l'extérieur. Même le propriétaire du temps qui était le fondateur de Plastique Gagnon, Jean-Marie Gagnon, disait ça ne peut pas marcher, tu es en train de me dire que le gars qui est sur une machine d'imprimerie va être boss comme toi. Comment tu veux qu'une entreprise marche? Puis M. Gagnon était quelqu'un qui traitait bien ses employés. Donc, il ne comprenait pas que tout le monde, de façon collective, on pouvait être propriétaire d'une entreprise. Pour lui, c'est un boss, des employés bien traités, puis ça fait une belle entreprise. Mais après un an, il m'a dit que c'était le plus beau modèle que vous pouviez prendre pour la relève de l'entreprise. Parce qu'en fait, les articles promotionnels, c'est ce qui avait parti de Plastique Gagnon dans les affaires dans les années 60-70. Et à ce niveau-là, au niveau de la transition, une des choses qui est importante, c'est la transparence que Plastique Gagnon a eue face à nous ouvrir les livres pour dire si tu es rentable, c'est l'une des premières choses. Et au niveau du financement, j'ai quelques anecdotes. Au niveau du financement, ils nous avaient envoyé à leur banque, ils ont dit on fait affaire avec eux, donc on va leur parler. On arrive, nous autres, je vais dire 3 beaux os qui arrivent à une banque que je n'aimerais pas. On arrive là et on mettait 10% de mise de fonds dans le projet. L'entrevue a duré 15 minutes. La personne nous a dit un projet sérieux, si vous allez mettre de votre argent, excusez,
Vous allez mettre au moins entre 60 et 70% de votre argent de votre poche. Là, tu es en train de me dire que vous ne prenez aucun risque, vous voulez partir à une entreprise. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant au bout de 27 ans, mais en tout cas, on a réussi quand même à faire notre projet. Au niveau aussi de la transparence avec Plastique Gagnon, bien, à un moment donné, quand j'avais un dîner avec François Gagnon, qui était le DG, et avec le notaire, et il nous manquait 25 000 $ pour le projet. Et là, on était à table, ce que je vois, c'est François Gagnon prendre Napron, vire à l'envers. Ma promo plastique doit 25 000 $ à Plastique Gagnon, qui sera payé en mai 93. Il regarde le notaire, ça a du valeur de contrat, tu es notre témoin. On l'a gardé, le Napron. Ça finissait notre financement, puis on était correct pour démarrer. Au niveau de la gestion collective, ben, c'est sûr que ça prend les bonnes personnes aux bonnes places. Nous, on est ce qu'on appelle une coop de travail pur, donc c'est vraiment les employés qui sont les propriétaires. Donc, regardez un peu le fonctionnement. Tu as l'Assemblée générale, qui est constituée de tous les membres, qui nomme un conseil d'administration, qui nomme le DG, qui relève du conseil d'administration. Ça, c'est le fonctionnement au niveau coop. Mais dans le jour, on est une entreprise où moi, le DG, je suis le patron de tous ceux qui sont en haut de moi. Donc, une des choses que je vais vous dire au départ, ben, c'est la transition président-DG. Ça a pris quelques années à vraiment la faire comme il faut. Parce que le président n'est pas le gestionnaire qui travaille tous les jours à s'occuper des employés. Donc, lui, il doit comprendre, je suis ton boss quand je suis en CA, tu es mon boss quand je suis infographiste. Exemple, c'est notre président actuellement est infographiste. Aussi, il faut expliquer que chacun ait justement son poste au CA. Puis peut-être une chose qu'on a faite au départ, c'est qu'évidemment, dans la coop, il y a des leaders, donc les leaders ont beaucoup été longtemps au CA. Mais on s'est aperçu à un moment donné que tout le monde a accès au CA, il s'agit juste d'avoir une formation pour ça. Ça veut dire que les employés sur une presse peuvent aussi bien être sur le CA, puis arrivent souvent avec des très bonnes idées. Quand tu commences à leur montrer qu'il faut parler, là, ça fait des réunions qui sont très intéressantes. Merci Serge. Monsieur Lacroix, vous avez commencé à nous mettre l'eau à la bouche avec cette histoire-là. La mobilisation autour du démantèlement imminent du Mont-Orignal, ça a créé toute une commotion dans le milieu. Dans votre cas, il s'agit d'une reprise collective par la communauté et d'où le choix de mettre en place une boîte de solidarité. Parlez-nous justement, ce que vous aviez amorcé tantôt, parlez-nous de ce qui a permis de galvaniser les personnes de votre milieu et les partenaires d'horizons quand même très diversifiés. Je dirais d'horizons diversifiés et d'horizons géographiques aussi diversifiés. Parce que la première chose qu'on a faite, ça a été un peu comme une petite conférence stratégique à 4 bonhommes. On a dit, comment est-ce qu'on fait ça, de ramasser 2 millions, puis il faut être en opération pour le mois de novembre. Fin novembre, il faut commencer des opérations d'enneigement, donc il faut fabriquer de la neige si on va être en affaires. Les délais très courts. Fait qu'on a dit 2000 personnes, j'ai beau être un bon vendeur, mais il faut que je les rencontre un à un. Tu fais pas ça par téléphone, tu fais ça, il faut que tu sois face à face. Et là, j'ai dit, si je ramasse ça à coût de 1000 pièces, d'abord, je vais être mort à la fin de l'été, puis j'aurais même pas recueilli ce que j'ai besoin. Fait que moi, j'ai dit aux 4 bonhommes qui étaient avec moi, si vous êtes d'accord, là, on va vendre des parts à 12 500, mais il faut en acheter 2. Fait que ça prend 25 000. J'ai dit 25 000, ça me prend 60 personnes, j'ai 1 200 000. J'ai dit 1 200 000, si on fait ça, il me reste 800 000 à trouver. 800 000 à trouver, qui paye nos partenaires? On a rencontré la municipalité, et on a dit, municipalité, toi là, tu tiens-tu à ce que le Mont-Orignal qui est dans ta municipalité reste en place? C'est un des moteurs économiques l'hiver avec la motoneige. Il y a 2 activités principales. L'hiver, c'est le récréo touristique, puis c'est le sanatorium Pégin à la Ketchup. Ça, c'est les gros employeurs. Donc, municipalité, es-tu prêt à faire de quoi pour nous autres? Mais ça me prend une réponse, pas dans un mois, c'est pas votre prochaine rencontre du conseil municipal qu'il faut qu'on sache ça, c'est cette semaine, parce que nous autres, il faut démarrer. Mais il faut que je sache où on va. Fait que la municipalité, ils ont dit oui, on va faire une réunion ce soir. Ils ont fait une réunion d'urgence ce soir.
Et ils nous ont donné leur réponse. Ils ont dit, nous autres, on est capable d'aller chercher 200 000 au PAC rural. Et la municipalité va mettre 200 000 dans votre projet. Bon, OK, 400 000, on est correct. À cette heure, ça me prend un autre partenaire. Tu allé rencontrer le lendemain matin la Caisse populaire des aides-chemins, on a dit, vous aviez un projet avec la municipalité de faire un centre multifonctionnel à côté de l'Avena. Êtes-vous prêt à vous investir dans notre projet? Avec la Caisse a dit oui, on va mettre 150 000. Bon, OK. À cette heure-là, municipalité, Caisse, vous autres, votre argent, là, il faut qu'elle serve à acheter la bâtisse parce que nous autres, on n'a pas les moyens et la capacité de gérer un immeuble qui accueille 50 000 visiteurs par année, il faut que ça va prendre de l'entretien, puis nous autres, on ne sera pas capables. Fait qu'ils ont dit OK, c'est correct. Fait que là, on a levé notre fameuse campagne de levée de fonds auprès des membres de soutien. Fait que là, nous autres, les 4 premiers, ben, le premier soir, on avait 100 000 à ramasser. On était à 4, on a chacun 25 000. Quand j'ai annoncé ça à ma femme, on m'a trouvé moins drôle. Parce qu'elle disait, c'est fou, là. Tu prends 25 000 de nos affaires, puis tu mets ça dans. Ouais, j'ai dit, garde moi, je vais t'expliquer une chose, oui. J'ai dit, 25 000, on vient d'acheter le chalet en 2001, on est rendu en 2012. Dis-toi que le chalet qu'on a là qui vaut 250 000, demain matin, tu ne vendras pas 30 000. Fait que j'ai le choix. On opère, je garde ma valeur, la propriété va continuer à prendre la valeur, sinon, ben, tu n'as pas mis le 25 000 et tout le monde. Fait que là, je suis parti, je suis allé rencontrer tous les propriétaires de chalets individuellement. On est 43. Il y en a 33 qui ont fait comme moi. Fait que là, ça va bien. On a Femme Malade ici à Lévis qui a dit, les administrateurs, les propriétaires ont dit, on embarque. Fait que déjà, il y en a 2 qui avaient eu chacun 25 000, fait qu'ils ont convaincu les 6 autres membres de leur famille et de la direction de Femme Malade qui ont eu chacun 25 000. Fait que de sorte là, qu'on a ramassé 1 200 000 dans exactement 11 semaines. C'est pas petit. Et là, après ça, on est parti, on a dit, Esther, ça nous prend un fonds. Il nous manque 300 000 dans le budget. Hein? Ben, vous voyez venir, 1,2 million plus 500, 1,7 million, il nous manque 2, mais il nous manque encore 300 000. Et là, c'est de l'heure que Mme Proulx soit partie. Mais là, il a fallu communiquer avec le gouvernement, dire, notre député, Dominique, est capable de nous aider? Es-tu capable de faire de quoi pour nous autres? On sentait des élections qui s'en venaient. On a dit, il faut y faire dire ça, il faut y faire cacher le morceau avant le déclenchement des élections. Bien, la veille du déclenchement des élections, on va nous annoncer que le gouvernement mettait à 300 000. Claire, on venait d'attacher là. Wow. Nos membres soutiennent le plus éloigné, il vient de Havre-Saint-Pierre. Il y a un chalet au Montréal, il vient passer 4 semaines par année au Montréal, de son chalet. Il y en a d'autres qui étaient de Montréal. Les propriétaires de chalets, il y en avait de la Beauce, il y en avait de Lévis. Mais à un moment donné, tu disais à tout le monde, écoutez bien, là, on est rendu que le monde du lac de chemin, la mobilisation au lac de chemin n'est pas là. Je suis rendu que j'ai 13 ports de vendus dans la ville de Lévis et j'ai 6 ports de vendus au lac de chemin. Qui va retirer le plus des retombées économiques si la station reste en vie? Fait que là, j'ai fait des petits calculs rapides, puis je suis allé annoncer ça sur le journal, à la radio, j'ai appelé. Parce que dans le secret de ça, c'est d'avoir les médias avec toi. Si tu n'as pas un média avec toi, t'es mort. Fait que là, je les ai rencontrés, puis j'ai dit, vous autres, là, je vous demande une chose, j'ai besoin d'aller là. Je pense que je peux parler avec un peu d'émotion. Puis j'ai dit, il faut que le lac de chemin grandisse. Il faut que les partenaires financiers, les gens d'affaires, il faut que ça s'implique. Et on a le balance. Ça a été comme ça, cette mobilisation-là. Ça fait 8 ans qu'on est en affaires, ça fait 8 ans, je dirais qu'on a 6 années de profitabilité, 2 années moins bonnes. Puis là, cette année, bien, on s'est fait ramasser bien comme il faut. À part un dégât d'eau de 200 000 $. Puis le 26 de juin, le garage a passé au feu, les 3 bâtisses du garage ont passé au feu. Puis tu te ramasses le lendemain matin, tu n'as plus un tournevis, tu n'as plus de machinerie pour entretenir les pistes, les 4 BR dans le garage. Fait que c'est la vie du Montréal. Notre mascotte s'appelle Moussi. OK? Au L'Orignal, Moussi, il est en train de retomber sur ses pattes. On va être en opération. Merci. Madame Fontaine, le journal de Lévis, il est
bien enraciné dans la communauté lévisienne. Et récemment, vous avez racheté le journal qui couvre la MRC de Lobinière. C'est assez rare qu'une coop, qu'une entreprise collective rachète une entreprise privée, mais vous l'avez fait. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette aventure-là? Ben, tout d'abord, juste avant de commencer, moi, je voudrais renchérir ce que mon collègue vient de dire. Là. Je pense qu'il n'y a rien de plus fort que la mobilisation de milieu. Parce que nous, en tout cas, au Journal de Lévis, quand on a démarré, ça n'a pas été facile. Et si on n'avait pas réussi à mobiliser à la fois nos employés et les organismes du milieu, on n'aurait jamais passé au travail. Alors, c'est une force là, qui est vraiment très, très, très importante. Notre projet d'acheter un autre média, tout d'abord, c'est une opportunité qui s'est présentée à nous. Évidemment que nous, on est des grands croyants là, en la presse hebdomadaire. On trouve que c'est essentiel à la vitalité économique d'une région. Et on était dans le contexte où la crise des médias avait commencé, un contexte qui n'était pas évident. Et on savait que TC Média, qui avait acquis précédemment un groupe de journaux hebdomadaires assez important qui appartenait à Québécois à l'époque, s'apprêtait à mettre en vente l'ensemble de tous ces journaux hebdomadaires. Nous, la région c'est soit qu'ils les vendaient, soit qu'ils les fermaient. Alors, nous, évidemment, la région de Lobinière, pour nous, c'est un prolongement naturel à la région qu'on dessert actuellement avec le Journal de Lévis. Donc, c'est sûr que pour nous autres, c'était comme une valeur ajoutée. Même que si on avait pu aller dans Bellechasse, je ne suis pas sûre que les banquiers auraient été d'accord, ça aurait été aussi intéressant, là. Mais dans le contexte, on connaissait le produit. On savait que c'était un journal qui était très bien inventé dans son milieu. C'est un journal qui a 92% de taux de lecture, ce qui est très, très rare, là, qui est très engagé dans son milieu. Et c'est un peu ça là, qui nous a poussé à récupérer ce journal-là. Et ça nous donnait une force aussi à nous, à Lévis. Ça nous permettait, on a fusionné beaucoup de services. On administre le journal qu'on a acheté à partir de Lévis. On a fait aussi la production à partir du bureau de Lévis. Alors, on a créé de nouveaux emplois à Lévis. Et en même temps, ça nous a permis de bonifier notre offre à notre clientèle. Parce que les gens de Lobinière, c'est quand même une clientèle naturelle qui consomme beaucoup vers Lévis. Et avec cette transaction-là, venait aussi des trucs intéressants comme nous, ce qu'on appelle, on devenait dans le fond comme un peu, comment le qualifier, là, on devenait partenaire avec l'ensemble des hebdos, qui appartenaient à l'époque à TC, mais qui était en train là, de trouver preneur chez différents éditeurs. Et on s'est donné tous ensemble une force de vente qui fait en sorte qu'aujourd'hui, non seulement on peut offrir à notre clientèle, dans le fond, on peut offrir à notre clientèle de couvrir toutes les régions du Québec. Et en plus de bonifier notre offre par des placements sur Internet et tout ça. Parce que les autres avaient la structure et ça nous permettait là, de bonifier de beaucoup le projet du Journal de Lévis et tout le reste. Ça a été un move qui a été très, très, très positif pour nous. J'ai envie d'enchaîner, Mme Fontaine, avec la prochaine question parce que vous avez commencé à y faire allusion et ça va vous permettre de poursuivre sur un sujet d'actualité pour le monde du journalisme écrit, à portée locale et régionale. Il y a un mouvement vers une transformation du modèle d'affaires qui est en train de se passer dans ces médias. Et il y a vraiment une crise qui les secoue présentement dans le domaine privé. Donc, parlez-nous de ce que vous voyez comme les causes de cette crise, les conséquences si on ne tente rien et pourquoi un modèle collectif semble une option à privilégier. Là, présentement, ça se dessine, ça. Oui. Là, il faut savoir tout d'abord la crise des médias. Le problème de la crise des médias, le problème majeur au départ, c'est la fuite des revenus publicitaires vers Internet.
vers la GAFA. Et le transfert aussi des budgets des grandes entreprises, comme les concessionnaires automobiles, les concessions, parce que nos locaux travaillent encore avec nous, mais Toyota Canada, Chrysler Canada ont transféré leur budget de placement publicitaire vers Internet. Ce qui a fait très mal au quotidien. Nous, on était un peu moins touchés là, parce qu'on travaillait plus avec les concessionnaires locaux. Il faut savoir aussi que dans cette crise-là, la réalité des hebdos régionaux et des quotidiens est très, très, très différente. Parce que, on ne répond pas aux mêmes besoins, on n'a pas les mêmes contraintes. Nous, c'est sûr que régionalement, ce qui nous a fait très mal, oui, la fuite des revenus publicitaires vers les GAFA. Il y a aussi la loi 122 qui a été mise, qui levait l'obligation aux villes de publier les avis publics dans les journaux. Alors, ça a été des pertes de revenus importantes pour nous tous, qu'on essaye de compenser en développant de nouveaux projets. On a fait entre autres cette année une cahier histoire à succès qui avait pour but de faire connaître le dynamisme de nos entreprises là, dans notre région. On essaye de compenser par ça. Mais le problème de fond, je pense qu'au moment où on se parle, on n'a pas encore trouvé la solution magique. Comme nous, pour nous, la presse hebdomadaire locale, on a un problème parce qu'actuellement, là, on est tous en train, moi c'est déjà fait pour ma part, on est allé en sondage parce que là, on n'arrête pas de se faire se dire les journaux papier, ça fait 10 ans qu'on entend dire que les journaux papier vont mourir, et que les gens vont tous sur Internet et les suivre ça. Alors, devant tout ça, devant la crise, et suite aussi à l'annonce des problèmes que Capital Média rencontre, on a décidé, nous, d'aller sonder parce que là, on voulait vraiment savoir où on se positionnait dans notre milieu. Et à notre grande surprise, 81 000 lecteurs encore chaque semaine pour notre édition papier. Alors, il y a un mouvement actuellement qui dit on va aider la presse à faire le virage numérique, sauf qu'en même temps, moi j'ai un problème, mes lecteurs ne sont pas là. Et évidemment, nous, notre seule source de revenus, les journaux hebdomadaires, c'est la vente de publicité. Alors, il faut continuer à avoir les revenus suffisants pour pouvoir continuer à survivre. Tout le monde. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a quand même des gestes qui ont été posés devant le gouvernement actuel pour nous aider. Parce que notre présence dans le milieu, ils sont conscients que notre présence est essentielle et toujours aussi importante qu'elle l'était. Que les gens sont encore là, qui ont encore un très grand attachement à leur journal hebdomadaire. Alors, c'est pour ça qu'ils prennent des mesures là, pour nous donner un coup de main. Mais au niveau des quotidiens, là, c'est un peu différent. Moi, je pense que la formule coopérative peut aider les quotidiens là, à passer au travers de la crise, parce que ça va permettre à tout le monde, autant à l'équipe des employés, de se mobiliser, de connaître les réalités de leur entreprise. Et c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là de faire des virages quand tous les gens avec qui tu travailles connaissent la réalité de l'entreprise et sont sensibilisés à ça. Alors moi, dans ce sens-là, je pense que ça pourrait être très, très, très positif pour eux autres. Mais c'est sûr que les modèles vont devoir être vus parce qu'eux, ils sont aussi confrontés au fait que la nouvelle, nous, notre avantage, la nouvelle qu'on diffuse, elle est quasiment diffusée. Il n'y a que nous qui en parlons. Alors que les quotidiens, c'est une nouvelle qu'on retrouve partout. Les médias télévisés, la reprennent, elle est disponible sur Internet. Alors, nos réalités ne sont pas les mêmes. Ils ont un défi plus grand que le monde, je pense. Parce qu'effectivement, vous occupez une place dans l'information publique qui vous est propre en termes d'actualité locale et régionale. Exactement. Merci pour votre analyse de cette situation-là qui est très d'actualité présentement. Monsieur Kerouac, pour plusieurs, le lien entre coopérative de travailleurs et économie sociale,
c'est pas nécessairement évident. On va souvent se faire demander, mais c'est quoi l'impact social d'une petite gang qui se crée des jobs? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je voulais dire, au commencement, tantôt, on parlait de concertation, j'entends de plus en plus. J'ai eu à être impliqué un petit peu dans le monde coopératif et un petit peu dans le monde de l'économie sociale, qui était comme, à mon époque, plus deux mondes parallèles que deux mondes qui se croisaient. Et je ne fais pas l'éloge de personne ici ce matin, mais j'ai des gens comme Gaston Bédard qui ont amené des changements dans l'approche entre l'économie sociale et le monde coopératif. Parce que quand j'ai commencé là-dedans, le monde coopératif, c'était le monde riche. L'économie sociale, c'était quasiment... le mot social, je ne l'ai jamais aimé, parce que ça fait référence à des choses plus pauvres. Mais en tout cas, l'économie solidaire, je trouve ça mieux, mais en tout cas, un jour, on change le nom. Ce que ça fait, c'est que, en fait, ce que j'aime, c'est le fait de travailler en petite gang. Souvent, au Québec, on mesure le succès d'une entreprise par sa grosseur, par l'augmentation du chiffre d'affaires, tout ça, on ne regarde pas les autres conditions. Chez nous, comme d'autres coopératives, si on regarde, en fait, c'est une richesse collective. Donc, c'est le fait de travailler en petite gang. Oui, il y a le côté social, parce que les gens travaillent ensemble. Je ne vous dirais pas qu'on est tous des frères et des sœurs, on se quitte le soir, puis on retourne chez nous. Et ce qu'on fait, c'est justement, c'est qu'on est capable de trouver des moyens d'avoir un bien-être collectif on ne sera jamais au niveau d'un patron qui a des employés, mais on arrive à se faire un niveau de vie qui est intéressant en étant une coopérative. C'est le principe un peu de la petite gang. Comme je disais, souvent on dit, là on a doublé le nombre d'employés, on a doublé le chiffre d'affaires. C'est pas la mentalité chez nous. Si on a 2 nouveaux employés dans l'année, on va être satisfait si on a eu une bonne année, puis que le monde a eu des bonnes conditions. Puis chez nous, en tout cas, il y a des programmes, disons, intéressants, puis de bonus au rendement de la coopérative quand il y a des profits ou surplus dans le monde coopératif. Donc, il y a de l'intérêt aux gens à ce que ça soit vraiment rentable comme entreprise. Je vais donner juste un exemple, peut-être en terminant. C'est quand on s'est séparé de Plastique Gagnon, les taux de rejet ont diminué de 2 %. Puis là, à ce moment-là, François Gagnon dit comment ça se fait? Les gens font la même job qu'ils faisaient pour vous. Sauf que les gens, puis je disais, c'est pas méchant, mais quand ils voient du plastique aller dans la poubelle, c'est le profit. Quand ils travaillent pour vous, c'est pas ça. Mais pour eux, là, quand on met du plastique, c'est nous autres qui le payons. On sait que c'est de l'argent qu'on a payé qui s'en va dans la poubelle. Donc, avec le principe d'une conscientisation du personnel en étant propriétaire, ça fait une entreprise qui devient rentable. Merci, Serge. Monsieur Lacroix, on a bien compris l'importance d'un centre de ski comme Mont-Orignal dans une MRC dite dévitalisée. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais vous l'avez dit vous-même. C'est ça sa mission sociale, dans le fond, occuper une place importante dans la vitalité socio-économique d'un territoire. Et tout ça rejaillit positivement dans le milieu. Avez-vous quelques scoops pour nous concernant le Mont-Orignal? Vous avez été frappé par quelques malheurs, là? Vous avez entendu sur des... Vous étiez sur un bel élan, en tout cas. Oui, on était bien parti. On était bien parti, c'est vrai. C'est sûr qu'on avait un projet que j'ai annoncé l'an passé d'une nouvelle remontée, on ajoutait une remontée mécanique dans la station. Évidemment, ce projet-là, vu d'aujourd'hui, est tassé un petit peu parce que la priorité, c'est, comme je vous disais, c'est de repartir nos opérations là. Je m'occuperai de ce projet-là après. Tout l'été, c'est sûr que moi, normalement, l'été, là, je passe un maudit bel été, du 15 de juin aller jusqu'au 15 août. Mettons que je mets dans le froid, j'ai mon mécanicien dans la montagne qui fait l'entretien, puis moi, je peux me promener, puis m'amuser à l'extérieur et récupérer. Sauf que cette année, on dit ça. Fait que j'ai pris, j'avais le droit à 3 semaines de vacances, fait que j'ai pris 3 semaines de vacances. La première semaine, j'ai dit à tout le monde, je ne réponds pas au téléphone, je ne réponds pas au courriel, sacrez-moi patience. La deuxième semaine, j'étais à la station. Évidemment, pas payé sur mes semaines de vacances. La troisième semaine aussi. Après ça, j'ai pris 2 jours pour aller me reposer. Fait que ça a été notre été.
Et il n'y a pas d'assureurs qui te font un chèque la veille que tu passes au feu, puis pas le lendemain non plus. Puis là, tu as 1,7 million de dommages. Tu as des choses qui sont sous-assurées. Fait qu'il a fallu, en plus de dire, il faut remettre ça en marche, il faut repartir la saison, mais là, il manque un certain montant d'argent. À quelle place que je le prends? Puis encore une fois, qui peut m'aider? Quand Serge parle d'économie sociale, moi aussi, le mot social, il me dérange. Parce que des fois, on devient victime de notre succès, parce que quand tu opères puis tu réussis à dégager un profit. Mais quand je regarde la situation du Mont-Royal, mettons que je fais 90 000 $ de profit, combien d'années, c'est ça qu'on a fait? La meilleure année, ça a été 117 000 de profit. Où tu vas avec ça quand il faut que tu achètes un BR comme surfaceuse qui vaut 415 000 $ par an? Ça, c'est la réalité de tous les jours. Fait que, mettons que les assurances, comme j'avais des véhicules qui avaient de l'âge, donc il n'y a pas de valeur à neuf, ton montant d'assurance que tu as mis dessus est très minime. Fait que tu te ramasses avec un montant de 150 000 d'assurance, puis là, il faut que tu te trouves, parce que je vous ai dit tantôt, là, j'ai 4 BR dans le garage de mon sauve. J'en ai un qui est alloué. Fait que quand j'ai reçu le chèque pour celui-là, je l'ai pris, puis je l'ai donné au locataire. Puis là, tu as 150 000 pour racheter 2 BR. Flambant neuf, c'est 400 000. Fait que là, tu pars à la course parce que tu es au mois de juin, tu te dis là, il faut que je me trouve de la machinerie pour le 20 novembre, il faut que ça soit dans le garage, puis il faut que ça soit en train d'opérer parce qu'on va fabriquer la neige, puis il faut le détendre, puis il faut préparer les pistes. Fait que là, j'en ai trouvé un. La deuxième, je vais le louer. Mais là, il manque d'argent. Fait que là, tu reprends par-dessus tout ça, aller rencontrer du monde pour essayer de te trouver de l'argent. Puis encore une fois, je suis obligé de vous dire, peu importe le domaine, si un jour vous voulez faire un projet, essayez pas de ramasser ça à coût de 100 $. Vous allez vous tuer, vous allez mourir. La seule affaire, quand tu vas en chercher un de 100 000, ça aide dans ta barre. Puis c'est peut-être des fois un petit peu plus long à convaincre, mais tu dis, lui, il me donne 100 000, puis si j'avais rencontré du monde pour avoir 100 $, il faut que tu rencontres pas mal plus de monde. Puis là, ben, à un moment donné, pour quêter, ça te prend une poche, puis tu es trop pauvre, puis tu en achètes une, il faut quasiment que tu demandes à quelqu'un, tu peux-tu me prêter une poche, puis je vais le quêter. Ça a été à peu près mon cas tout l'été. Mais j'ai eu un gars qui m'a aidé pendant tout l'été. De sorte que je peux vous dire qu'il nous manquait à peu près 400 000 après toutes les affaires du feu. On est rendu à 375 000 de ramasse. Fait qu'on va être correct pour ce temps, on va être correct pour cet hiver. Et après ça, je m'occuperai de l'autre montée. Mais l'année passée, on avait commencé à faire une nouvelle piste. On s'est fait pogner avec des températures comme on a eu hier, fait qu'il a fallu presque cesser les travaux. Puis le 5 novembre, ben, l'an passé, on était déjà en hiver. Fait qu'il y a une piste qu'on avait commencé, on l'a ouvert, on a dit ben, on va s'appeler la 277 pour la route de Lévis qui monte au lac de chemin qui s'appelle la 277. Fait qu'on a dit ça, ben, ça va, le monde va peut-être dire bon, on va prendre ce chemin-là, le monde de Lévis, on va aller jouer un petit peu au lac de chemin. Fait que on l'a parti, mais on n'était pas fiers. Puis moi, ben, je suis fier quand le travail est terminé. Fait que cette année, on l'a fini. Cet été, là, à un moment donné, des fois, la pelle était là pour creuser, puis il attendait après les camions, puis la piste n'était pas tellement loin, puis il disait, regarde, quand t'appelles, va me finir cette piste-là, puis on a fini la piste, on l'a élargie, on a prolongé le snowboard truss. Le snowboard truss, pour tout le monde, là, les amateurs de ski connaissent peut-être ça un petit peu plus, ceux qui font moins de ski. Si je vous parle de Dominique Maltais, vous allez tous dire, ouais, elle, on la connaît. Ben, Dominique Maltais, là, c'est le snowboard truss, puis on est la seule station au Québec qui a une piste en permanence. Puis ce que ça a fait, cette piste-là, c'est que l'an passé, le 2 ans, ça fait déjà 2 ans, ça va être notre 3e édition cette année, avec la compétition NORAM. Juste pour vous situer, là, dans le domaine du ski, les Olympiques, comme du monde, puis NORAM vient tout de suite après. L'année passée, 150 athlètes, 7 pays représentés au lac de chemin pendant une semaine de temps, les hôtels bondés. Fait que tout le monde me dit, tu sais la quoi, là, ta station de ski, là, toi, tu ne réussis pas à faire 100 000 tests à l'année. Puis nous autres, comme entrepreneurs, qu'on soit les motels, qu'on soit les entrepreneurs de construction,
chaque fois qu'il se construit un chalet, c'est les entrepreneurs locaux, et juste pour ne pas le nommer, Fred, il me dit tout le temps, Marc, je fais plus d'argent que toi grâce à toi. C'est ça. C'est ça. On travaille pour nous autres, on travaille pour le milieu, on veut que ça avance. C'est ça. Merci beaucoup. Je pense qu'à ce moment-ci, les gens dans la salle, vous avez donné un paquet d'informations. Puis je tiens à souligner que vous êtes vraiment, là, je pense, tous les trois, des leaders naturels. Puis c'est sous votre impulsion que vous réussissez à galvaniser les troupes, mobiliser votre milieu, parce que vous avez aussi le modèle d'affaires tatoué sur le cœur et vous le portez fièrement. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir participé au panel, mais j'inviterais, s'il y a des gens dans la salle, je vous donnerai l'occasion de poser des questions, d'interagir avec nos panélistes. On pourrait prendre quelques minutes si vous avez des questions à leur adresser. Il y en aurait peut-être une. Les trois entités, si mes souvenirs sont exacts, vous avez eu à travailler avec la coopérative de développement régional. Vous pouvez nous parler de votre expérience avec cette organisation-là et comment ils vous ont aidé? Ben, nous autres, en partant, ça a été de nous aider au niveau du chouette de coopérative. Après ça, ça a été de dire, ça te prend à ta place. À partir du moment où tu as décidé de ton statut juridique, c'est une chose. Mais après ça, tu te dis, c'est beau, là, mais il faut l'écrire. Il faut faire de la formation au niveau des gens qui vont composer le CA. Parce que tout comme Serge disait tantôt, moi j'ai un CA avec 4 travailleurs sur mon CA et 2 membres de soutien. Dans le jour, je suis le boss, puis quand j'arrive au CA, c'est mes boss. Il faut essayer de faire monter ces gens-là en termes de vision pour ne pas avoir des CA opérationnels, mais des CA avec une vision. Et moi, je vous dirais tout le temps, je finis ça puis je passe le micro à mes collègues, une vision sans action, on appelle ça un rêve. Une vision avec une action, on peut changer le monde. Alors, évidemment que pour toutes ces mêmes raisons-là, la CDR a joué un rôle important dans le démarrage de notre entreprise. Au-delà de ça, c'est tout l'accompagnement qu'ils font du début à la fin du projet, à partir du plan d'affaires, la recherche de financement, la mise en place de la structure des règlements, après ça, la structure du conseil d'administration, le rôle des administrateurs. C'est une charge de travail énorme que quand on démarre une entreprise, puis qu'on a de l'aide pour régler tout ce volet-là, c'est essentiel. On aurait eu beaucoup de misère sans eux. Ils nous ont aidés de leur aide. Parce qu'on n'aurait pas les ressources financières pour être capable de faire ça. Exactement. L'accompagnement de ça, puis le suivi après. C'est surtout le suivi après. Chaque année, ça nous coûte ce que j'appelle une bagatelle, mais le suivi que le CRDQ fait auprès de nous autres pour dire, si tu as un problème, appelle-nous, on a peut-être la solution. Peut-être que, je regarde, moi j'ai des membres de soutien qui ont mis 25 000, et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui veut retirer ses billes. Bon, ben, je suis une coopérative, la loi 48, tu protèges les choses. Elle me dit, ben, tu ne redonnes pas d'argent à ces gens-là si tu mets la coopérative en péril financière. Fait que là, il faut que tu expliques ça aux gens, que tu as mis 25 000, mais tu n'en verras pas à couleur. Et moi, je t'avais aucun avantage. Hein? Ça devrait ça, ça n'a aucun avantage. Moi, chez nous, il n'y a pas de partage de profit de personne. Dans le quoi, comme directeur général, il est à salaire, point à l'année. Puis tous les fonds, ce qui vont, infrastructure, développement, il n'y a pas un partage d'une scène. Puis il faut que tu dises à ce monde-là, ben, je pense que je ne te rembourserai pas, ou quand tu vas arriver sur les 11 ans, si tu l'as mis en réel, là, on va falloir s'entendre gré à gré. Ta part, peut-être au lieu de 25 000, elle va peut-être en valoir 23 000 quand on va s'être entendu gré à gré. Nous, quand on a commencé, comme on disait tantôt, moins de coop, c'était l'épicerie et la caisse populaire. Ça vous donne, puis je voulais être DG. Ça vous donne une idée. Puis c'est le commissariat industriel dans le temps qui nous a mis en contact avec la CDR. Ce qui était drôle, on avait la CDR, ceux qui nous aidaient, il y avait la CDR SDI, qui a changé de nom depuis.
Puis on avait aussi un autre partenaire, puis les trois s'appelaient Pierre. Donc on se disait qu'on avait une base solide. Il y avait Pierre Roy, Pierre Bois, puis Pierre Lessard. Donc on a dit avec une base comme ça, 3 pierres, ça devrait partir de base unique. Donc nous, en tout cas, la CDR, justement, nous a accompagnés, puis c'est sûr que ça ne coûtait rien, là, puis ils nous montraient tout. Ils nous montraient c'est quoi une coop, parce que c'est pas évident, là, des gens qui se réunissent ensemble. Il peut en avoir, on l'a vu avec les années, on a refusé 2 fois des personnes pour devenir membre, parce que quand on avait offert de devenir membre auxiliaire, ils rentraient dans l'usine comme s'ils étaient des nouveaux boss. Puis on a dit, je pense qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le rôle d'une coop. Puis la CDR, à ce niveau-là, nous a vraiment tout appris sur le domaine coop. Dans le temps, avec Gérard, qui était là, j'ai appris la gestion participative, donc déléguer des tâches et plutôt regarder si les choses se font plutôt que de les faire à leur place. Puis la CDR aussi nous a accompagnés après l'année, puis ça a été vraiment, le côté coop, on ne l'aurait jamais eu. Si on avait demandé à Plastique Gagnon de nous aider à démarrer, on serait un Inc. On serait pour une coop. Merci. J'aurais une autre question, Félix. Oui, j'aimerais vous entendre sur plus spécifiquement sur l'aspect de la relève, parce que plusieurs ensemble ont des intervenants, on fait du lobbying auprès du gouvernement, qu'il y ait des mesures en place pour que ça fonctionne bien, passage justement des entreprises Inc. à niveau collectif, mais selon vous, c'est quoi les éléments qui ont été plus cruciaux qui auraient pu faire que ça ne fonctionne pas dans votre projet, puis qu'est-ce que vous voyez comme l'élément central qu'on devrait se concentrer pour que ça fonctionne, que vous envoyez dans vos milieux, d'autres entreprises familiales et autres qui vont devoir trouver une relève, puis pour passer à l'aspect collectif, c'est quoi l'élément qu'on vous diriez, ayez ça là-dessus pour que ça fonctionne, c'est l'élément important? Je pense que la première des choses, c'est que le propriétaire doit connaître le modèle. On voit en France, il y a des annonces là-dessus. Je sais qu'on n'a peut-être pas les budgets au Québec, mais il y a des annonces que j'avais déjà vu une annonce que tu vois le propriétaire qui cherche quelqu'un qui vende son entreprise, puis il voit ses employés, ils font par exprès que le bureau est vitré, là. Il voit ses employés qui travaillent, puis tout ça. Puis à la fin, à force de voir du monde qui refuse leur offre, ils décliquent, mais eux, ils pourraient tuer. Puis on a souvent le réflexe de dire, c'est sûr que le patron, c'est sa retraite qu'il veut faire en vendant son entreprise, donc il vend ça, il ne veut pas la donner. Mais nous, on est un peu la preuve, c'est 27 ans maintenant, je pense qu'il y a plus de facilitateurs pour ça, mais que tu es capable d'acheter une entreprise, même si tu mets un pourcentage qui n'est pas le montant, tu peux prendre des ententes comme Tricon avait pris avec les propriétaires, où j'avais rencontré les employés au début, pour voir il faut que tu vois si le groupe, il y a des leaders, oui, mais si ça va complètement s'éclater là, quand ils vont devenir des propriétaires. Donc, ça, à ce moment-là, c'est qu'il faut que le propriétaire ait déjà conscience qu'il peut vendre à ses employés, que l'argent, il y aura des moyens pour en trouver s'il veut que son entreprise continue. Il peut même, lui, rester impliqué un certain temps au niveau monétaire pour leur donner une chance, mais je pense que c'est vraiment de faire connaître le modèle. Si les gens qui veulent avoir une relève d'entreprise ont le déclic de penser que mes employés peuvent acheter, je pense que ça serait déjà ça pourrait peut-être prendre une annonce comme ça pendant le Super Bowl. Juste un petit 30 secondes, ces 30 secondes-là va être extraordinaire. Moi, je dirais que notre force actuellement, comme nous au journal, moi j'ai opté pour une gestion très transparente avec mon équipe. Et je m'étais donné comme objectif, moi je veux faire en sorte que peu importe ce qui m'arrive, que je quitte, que je tombe malade, mon entreprise continue à rouler. Pour moi, là, c'est primordial. De toute façon, nous, on est un journal, on a composé avec des ordres de tombée. Alors, chaque fois qu'on apporte des changements dans la structure, dans les façons de faire, dans les méthodes de travail, on implique nos employés au processus et à l'ensemble du processus, parce que moi, je veux que chacun de mes employés comprenne pourquoi telle décision a été prise et quel impact ça a. Parce que, tu sais, souvent, l'être humain est comme ça, c'est normal. Tu vas avoir tendance à prendre une décision dans laquelle tu vas être confortable toi, mais il faut aussi que tu penses à l'ensemble de l'entreprise. C'est quoi l'impact que ça va avoir comme nous? Tous les départements sont dépendants les uns des autres, au fond. Alors, quand on prend une décision à la rédaction,
ben, ça a un impact sur ma salle de production, la mise en page du journal, des fois sur les tombées. Alors, je veux que tout le monde comprenne. Et je pense que ça aide beaucoup à assurer la relève. Quand je vais partir demain matin, peut-être qu'on n'embauchera un nouveau DG, peut-être qu'on l'aura à travers l'équipe, mais je sais très bien que mon équipe, l'entreprise va continuer à bien rouler parce que chacun sait ce qu'il a à faire et comprend très bien son rôle au sein de l'entreprise. C'est un petit peu la même chose. Puis, quand tu as une entreprise où c'est des banques de soutien, tu as 60 personnes dans le fond qui ont mis le cash dedans, la première chose, quand j'étais président fondateur, si on veut, de la coopérative à l'époque, maintenant c'est ma 5e année comme directeur général, et je vois François, puis quand on a eu le 300 000 en question, il est venu de là, puis c'est François qui gérait cette partie-là avec tout ça. Mais pour répondre à votre question, c'est de convaincre les membres du soutien qui ont mis de l'argent que ce n'est pas les boss. Puis moi, j'ai dit à autant des employés, puis à ce moment-là, en Assemblée générale, dès la première année, j'ai dit ce que je vais vous demander, c'est il y a un directeur général, si vous voyez de quoi dans l'entreprise qui vous appartient, parce que c'est vous autres qui avez mis l'argent, dans le fond, c'est vous autres qui avez mis le 1 200 000, si vous voyez de quoi qui ne va pas, je vous interdis d'aller vous adresser à mes employés. Commencez par moi. Si moi je ne le corrige pas, ben à l'AGA, la prochaine année prochaine, pour me sortir les deux. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que tout ce monde-là rentre dans l'entreprise et qu'ils soient des boss. Puis il ne faut pas non plus que les travailleurs se disent, ben on est propriétaire, oui c'est vrai, mais il faut passer par la hiérarchie en disant, DG, on constate qu'il y a de quoi qui ne va pas, parlons-en, réglons-les, on va aller plus loin. Mais si chacun commence à intervenir dans chacun des départements de l'autre, à part que de foutre le bordel, c'est à peu près ça qui va se passer. Fait que si on reste chacun dans nos fonctions, moi mes départements, chaque département, là, c'est tout ce que je lui demande, si vous avez une décision à prendre monétaire importante, je vous dirais peut-être pas non, je vous dirais peut-être pas oui, mais parlez-moi-en. Fait que demain, ça devient des sous. Autant comme moi, comme des jeux, je ne peux pas dire, bon, ben là, moi, je m'en vais acheter un BR le matin, je le paye 415 000, puis merci, bonsoir, on a un BR. L'entreprise a-t-il la capacité financière pour supporter ça? Mais dans la gestion quotidienne avec vos employés, jamais je vais intervenir dans aucun des départements. Tu fais ta gestion, on se rencontre, tu nous dis c'est quoi tes problèmes? On a un salon d'embauche le 16 novembre, là. Il nous manque 14 employés là, pour commencer la saison. Bon, ben, c'est quoi? Qu'est-ce qui te manque? C'est quoi que tu recherches? Je peux-tu t'aider? Moi, là-dedans, je vais être un coach. Je vais être le gars qui va essayer de dire, ben, c'est quoi ton problème? Puis comment je peux faire pour t'accompagner pour que tu réussisses ton mandat? Puis la même chose, si tu travailles avec moi, ben, aide-moi à remplir mon mandat. Parce que si on travaille ensemble, moi, je dis tout le temps, tout seul, on peut aller plus loin, mais à la gang, on y va pas mal plus vite. Ça, c'est le motif que j'essaye de mettre dans notre équipe. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Je tiens à vous remercier sincèrement. Vous livrez toujours. Moi, j'ai eu l'occasion de vous entendre quelques fois parler de votre entreprise, puis honnêtement, je ne me calme pas. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir accepté aussi spontanément l'invitation qu'on vous a lancée à venir témoigner ici aujourd'hui dans le cadre d'une activité sur la reprise collective. Je pense qu'en vous invitant, on ne s'est pas trompé, on a réellement on a 3 panélistes de qualité que je vous invite à applaudir chaleureusement.